Il ne m'a jamais dit qu'il avait dormi dans un placard, mais je sais que cela n'a pas été du tout facile. Moi, j'ai fait tout mon possible pour être aux côtés de mon fils et l'accompagner. Mais il y a des choses que ce garçon traversait et qu'il ne souhaitait pas partager parce qu'il savait que je lui aurais peut-être conseillé d'arrêter et il ne voulait pas l'entendre. Donc il a serré les dents. Je pense que c'est cela aussi qu'il a vécu. Je sais qu'il a joué dans le métro. Je sais que ça n'a pas été facile de se faire une place dans cette chasse un peu gardée du jazz par les Noirs américains. Je sais qu'il avait conscience de commencer tard par rapport à ceux avec qui il allait en cours. Il y avait beaucoup d'obstacles à franchir, à traverser. Mais moi, personnellement, j'ai toujours misé sur mon fils. J'ai toujours su que Jacques, par son caractère, par ses talents divers, parce qu'il a peint merveilleusement, il a écrit, et maintenant qu'il s'attelait à la musique, je savais que le garçon bosseur que j'avais est talentueux de toute façon. Peut-être que je ne pensais pas que ce serait aussi prodigieux, parce que ce qu'il vit là, c'est formidable. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au gré des pages. Aujourd'hui, nous allons parler musique, et plus particulièrement de la musique d'un artiste hors norme, un grand musicien guadeloupéen contemporain de renommée mondiale, Jacques Schwartzbart. Saxophoniste jazz, compositeur, il a marqué la néo-soul et le new jazz en jouant avec les plus grands musiciens. Il a créé deux styles musicaux à part entière, le Gwoka jazz et le Vodou jazz. Sa musique, puissante et spirituelle, connecte le jazz à la mixité de ses racines à la fois afro-caribéennes et juives, avec poésie et lyrisme, en mêlant mélodie liturgique et rythme asymétrique. Une voix incontournable sur la scène musicale mondiale. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Esther Eloidin, qui lui consacre un ouvrage très documenté et analytique, publié chez Caraïbes Éditions en avril 2025. Esther, bonjour. Bonjour Claire, Bienvenue sur notre plateau. merci à vous. Ravie de vous recevoir. Merci à vous de m'accueillir déjà. Alors, vous êtes docteur en musicologie et en anthropologie musicale, spécialiste dans l'analyse des musiques et danses de la Caraïbe. Donc, vous avez forcément de multiples références artistiques et musicales. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière cet artiste en particulier, Jacques Schwartzbart? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? On dira simplement que c'est une conséquence directe de ce qui s'était passé avant, en amont, puisque j'avais été invitée pour participer à un colloque sur les parents, André et Simone Schwarzbart, sur l'intertextualité. Et moi, j'ai préféré parler de l'intermélodicité en m'arrêtant sur les ouvrages des auteurs, et particulièrement d'André qui avait écrit La Mulâtresse Solitude. Et de là, je me suis dit, mais tiens, mais ils ont un fils qui fait de la musique. J'aurais plutôt mieux fait de parler du fils. Et donc, de fil en aiguille, est né ce projet d'écriture de la biographie de Jacques et de voir quel lien qu'il pouvait y avoir entre l'écriture des parents, mais également la musique qu'ils réalisent. Alors tout à fait, puisqu'en fait, effectivement, il est le fils de deux personnalités littéraires, hein, André et Simone, tous les deux primés. Je rappelle pour nos téléspectateurs qu'André Schwartzbard a eu le prix Goncourt en 1959 pour Le Dernier des Justes, et Simone Schwartzbard le Grand Prix des lectrices du magazine Elle en 1973 pour Pluie et vent sur Teloumé Miracle. Alors, comment ce riche héritage littéraire a façonné le regard de Jacques Schwartzbard sur le monde et plus particulièrement sur sa musique? Alors, tout d'abord, on pourrait dire que Jacques, il a découvert l'écriture de son père quand il était déjà adolescent. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est dit qu'il fallait quand même qu'il regarde ce que son père avait écrit. Et donc, il lit Le Dernier des Justes. Et là, quand il lit Le Dernier des Justes, il comprend tout le traumatisme que son père a vécu. Et il essaie de comprendre aussi comment son père vit sa relation avec eux. Donc, il y a eu ça. Et puis, il a découvert Pluie et vent sur Télumé Miracle de sa mère.
où il dit que pour lui, c'est des premières œuvres qui pourrait être l'amorce de la créolité De que la nous connaissons créolité. aujourd'hui. Mm. D'ailleurs, Patrick Chamazo en parle en disant que l'une des écritures qu'il a inspirées pour le fondement de la créolité avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, c'est justement l'écriture de Simone Schwarzbach. Mm. Donc, tout en grandissant, il a grandi aussi avec la littérature orale de chez nous, qui sont les contes Oui. traditionnels. Donc, par rapport à cela, il y a toute cette musicalité qu'il entendait dans les écritures. Et très jeune, il s'est aussi mis à écrire. Donc, on peut dire effectivement qu'il a été influencé non seulement par l'écriture du père par rapport à ce qu'il vivait intimement, mais aussi par l'écriture de sa mère qui était plutôt axée sur la tradition orale de la Guadeloupe. Alors, comment il arrive à créer son propre chemin en ayant des parents aussi renommés que ceux qu'il a? Ben, il faut dire que ce n'était pas facile, ce n'était pas du tout simple, hein. Donc ça s'est fait au fur et à mesure de ses écoutes. Il avait un ami qui était très jeune, qui avait un père qui écoutait beaucoup de musique, donc il a enregistré des cassettes, il a repiqué des cassettes de jazz, il a repiqué des cassettes, des émissions de musique qu'il écoutait à la radio. Et c'est ce qui a nourri aussi son imaginaire et son goût pour la musique. Et comme il le dit, quand il a eu 4 ans, c'est lui qui le relate, il se rappelle, à 4 ans quand même, qu'il était allé chez Mansoso, qui est une grande Oui. dame du gros cas en Guadeloupe, et de son fils, Guy Conquête, qui a une voix extraordinaire. Mhm. Donc, les parents partent dans les campagnes de la Guadeloupe et ils se rendent chez Mansoso. Déjà arrivé chez Mansoso, le soir, il n'y a pas trop de lumière, donc les gens sont un peu dans la campagne d'avant. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est développé. Mhm. Et il entend une voix qui le prend aux tripes. C'est Et ça. donc, il laisse les parents en train de faire les commodités avec Mansoso et il se dirige vers l'orchestre. Et là, il est Subjugué, subjugué par la voix de Guy Conquête. c'est ça. Et aussi de voir que finalement, c'est lui le maître d'œuvre et c'est lui qui dirige l'orchestre par sa voix. Et il dirige aussi les tambouillés, et il dirige les danseurs. Et donc, du coup, là, il est carrément pris par cette musique Mm. qu'il a envie effectivement de vivre de son pour plus tard. Voilà. Donc c'est par son expérience. D'ailleurs, il dit, vous le citez, hein, mes parents ne sont pas mes maîtres à penser dans mes compositions. C'est ça. Je m'inspire de John Coltrane, enfin bon, il cite plusieurs auteurs. Il dit, mes parents m'inspirent dans mon éthique artistique, ma discipline et mon intégrité intellectuelle. Mais mon œuvre musicale n'est pas un prolongement de leur œuvre littéraire. Voilà. Et c'est très bien qu'il l'ait dit parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque moi, comme je vous ai dit, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment pour trouver le lien entre l'œuvre littéraire des parents en me disant, il fait la continuité. Et là, il dit, stop, C'est non, ça. moi, je suis moi et Et mes je crée parents et je mon crée mon univers. univers, je crée mon parcours artistique qui est autre que littéraire. La littérature, c'est un art. La musique aussi en est un. Et moi, j'ai choisi la musique comme écriture. C'est ça. Alors, on voit que ses parents ont exploré la mémoire de l'esclavage, de la Shoah, l'exil. Est-ce que, selon vous, on retrouve quand même ces thématiques dans son œuvre, Mais dans son complètement, œuvre hein, musicale? complètement. Parce que lui, dans sa recherche justement musicologique, il s'attache énormément au rythme afro-diasporique et aux musiques afro-diasporiques, que ce soit en Haïti où il y a des musiques vaudou. Bon, il a été inspiré déjà par la Mm. musique vaudou parce que sa mère en écoutait beaucoup, notamment Toto Bissette et également les frères Simidor. Donc Mm. tout cet univers l'a habité et il dit que lui-même, il est un initié du vaudou sans avoir vraiment C'est ça. pratiqué le Ouais. vaudou. Donc toute sa vie, il a entendu des musiques du monde, Mhm. hein, puisque c'est une famille qui est ouverte au Oui, monde et culturellement riche. Ils reçoivent des artistes chez eux. Ils absolument. faisaient partie en Lausanne quand ils habitaient en En Suisse. Suisse? Ils invitaient des artistes chez eux. Ils faisaient partie d'une association culturelle. Donc c'est une famille qui a l'habitude de rencontrer du monde. Mhm. Et c'est un jeune enfant qui entend des musiciens qui arrivent, qui viennent soit du Japon, de toutes les parties du monde. Donc au final, ça le nourrit. Et c'est toute cette culture qu'il finit par intégrer. Mhm. Donc, effectivement, quand il grandit, il s'intéresse non seulement à la musique gros-cas de chez lui, donc c'est la première chose, et c'est Oui. sa première composition vient de la musique Mhm. gros-cas, parce qu'il essaie de faire une petite composition qui s'appelle Sonicala, qui prend du temps à Oui, on va en parler élaborer, on tout va à en l'heure. parler tout à l'heure. Et puis, il y a la musique Niarou, Mm. des Touaregs, Oui, voilà. Donc, en fait, et il y a aussi Haïti, comme je vous ai dit. Donc, toutes les musiques qui lui rappellent les rythmes afro,
descendants, eh bien, il les intègre et il essaie de les étudier, de les décortiquer et de voir comment il peut se les réapproprier. Il ne les utilise pas tels que nous les entendons, tels que nous les avons peut-être ressentis quand on les a entendus, mais il se les réapproprie et il les réécrit pour en faire une œuvre originale. C'est ça, son œuvre propre. C'est ça. Alors, à travers votre livre, on ressent et on comprend cet univers particulier des Schwarzbart, en fait, de la famille. Pouvez-vous nous le décrire? Dans la famille Schwarzbart, il y a le père. D'ailleurs, au départ, je voulais appeler le livre, intituler le livre, le père, la mère et le fils. Le père, le fils et la mère. Ouais. Pour moi, il y a le père, effectivement, qui est celui qui vit dans le passé, hein, puisque c'est un rescapé de la Shoah. Il a vu ses parents qui ont été tués. Donc, il vit de ce traumatisme. Et puis, il y a tout ce qu'il a vécu quand il a écrit Le Dernier des Justes, qui n'a pas été accepté par la communauté juive lors de la sortie du livre. Ensuite, quand il écrit La mulâtresse solitude, où il pensait être accepté par le peuple guadeloupéen, ah ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, les Guadeloupéens disent ben non, c'est pas lui qui a écrit le livre, ça c'est sa femme. C'est pas un étranger qui va nous écrire notre histoire. Alors que Simone dit qu'elle aussi, elle a reçu cette histoire de la mulâtresse solitude comme tous les autres lecteurs. Donc voilà, on a un homme qui finalement décide de se terrer dans le silence et de ne plus rien dire, même de ne plus écrire, de ne plus publier. C'est-à-dire qu'il écrit, mais il déchire ce qu'il fait, il n'est pas content, il n'est pas satisfait, parce qu'il vit non seulement de son trauma familial, mais aussi du fait qu'il a été déçu de la réception de ses œuvres. Et puis, il y a une Simone qui est vivante, joyeuse, Oui. qui chante, qui danse, qui rigole, qui parle, qui s'occupe des enfants, qui essaie effectivement de donner la meilleure éducation à ses enfants, mais tout en se disant, ben, je vais quand même faire attention parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas en Guadeloupe, donc je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc en fait, Jacques, il est bercé par ces deux pôles. C'est de Paul. Oui. Un pôle qui rappellerait la mort, Oui. le silence, l'intériorité, et puis une autre partie qui est beaucoup plus vivace, Vivante. plus Oui. vivante, plus vivante. Et il faut se dire aussi que Jacques, quand il est jeune, il ne parle pas tout de suite. C'est pas qu'il ne sait pas parler. Il sait parler, mais je pense qu'il fait de l'économie de la parole, il n'a pas envie de perdre son temps. Donc, mais il observe beaucoup. Donc, il est très sensible au son. Et il observe aussi son père. Donc, il regarde comment la relation que son père a avec lui et puis aussi sa relation par rapport au son. C'est ça. Mais alors, si on veut caractériser cet univers schwarzbartien, si j'ose m'exprimer ainsi, vous le citez, c'est pour ça Oui. que je me permets d'en parler. Simone définit cette façon d'être schwarzbartienne en ces termes, c'est le courage d'aller au-delà de C'est soi. ça. Et Jacques, un peu plus loin, il s'exprime aussi sur ce sujet. Il dit: je crois qu'il est possible de parler d'une manière d'être schwarzbartienne. C'est un mélange de respect des mémoires, de quête d'intégrité, d'esthétique, de liberté et d'universalité. Il y a aussi une fascination pour le mystique, au-delà des religions et des croyances, aussi paradoxales qu'ils n'y paraissent. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment dans cet univers Oui, qu'il qu'il grandit. grandit. Il est de toutes les façons tourné vers la spiritualité, vers le mystique, mais il est aussi dans le respect de l'autre, c'est de l'humanisme. Et puis ils sont aussi beaucoup dans la maïeutique, dans la philosophie de la vie, comment les autres vivent, comment vivre avec l'autre, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Oui, c'est ça. Alors, si on revient un peu sur son histoire, Jacques est né en 1962 aux Abîmes en Guadeloupe, le 22 décembre pour être précise, en plein dans les cantiques de Noël. Tout à fait. Et alors, c'est une naissance pas ordinaire, puisqu'en fait, il naît inanimé. Tout à fait. Et on pense que c'est terminé, d'après ce ça, que vous c'est dites. ça. Et en fait, il revit, il ressuscite. Voilà, il ressuscite, oui. Est-ce que cette naissance qui est un peu particulière l'a marqué et en quoi? Ah bah, ça Selon l'a vous? forcément marqué parce que il est quand même. Il dit mais je nais, je renais au son des chants de Noël. Donc dès sa naissance, il est déjà entouré de musique traditionnelle et de musique qui ponctue finalement la vie des Guadeloupéens. Et tout au long de sa vie, au final, Oui. sa vie est parsemée de ces musiques
notamment par effectivement l'écoute de sa mère, l'écoute de son père, et aussi par ce que lui, il écoute et par ce que ses amis écoutent également. Alors Donc, justement, si on s'arrête sur ce point-là, ses parents écoutaient beaucoup de musique, oui, indépendamment du fait qu'ils écrivaient beaucoup, oui, et donc ils écoutaient chacun des musiques différentes. tout à Est-ce que fait. vous pouvez nous en parler? Oui, oui, oui. Et qui ont Le père, marqué du coup bien beaucoup sûr, bien Jacques sûr. dans sa formation. Tout à fait. Donc déjà, première chose, c'est que le père de Jacques leur chantait quand ils étaient petits, parce qu'ils sont deux, hein, il y a le frère Oui, et il Jacques, est. Ouais. leur chantait des berceuses juives, déjà à la base. Et le père, pour pouvoir écrire, il écoutait de la musique classique. Mhm. Et ça lui arrivait également d'écouter des musiques des chanteurs juifs très renommés de l'époque, et également un peu de jazz. Tandis que Simone, elle écoutait plus de Begin, de Begin, De musique et puis de musique haïtienne. haïtienne, voilà, toutes les musiques que nous, on connaît dans la Caraïbe et Oui. qui nous parlent. Et donc, Jacques, lui, il prend effectivement des deux côtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on écoute sa musique, il est quand même bercé par toutes ces influences. Absolument, on retrouve en fait, Oui, les deux influences juives et créoles, en fait, c'est ça, caribéenne, c'est afro-caribéenne. ça. Alors, il s'intéresse aussi à la peinture. Il joue, quand il est petit, il joue de la guitare, puis du violon, parce qu'en fait, comme Comme son son père père est est juif, juif, il donc il faut se jouer. dit qu'il faut qu'il joue du Il se violon. dit qu'il faut qu'il joue du violon. Et dès l'âge de 8 ans, en fait, il se fait remarquer. Il apprend tout en autodidacte, Oui, avec de l'improvisation. Il est remarqué à Lausanne, hein, lors oui, c'est ça, d'un concert auquel il assiste à c'est 8 ça. ans. Et Oui, donc, il est adopté par les grands musiciens tout à fait, tout à suisses. fait. Et alors, après, il découvre par hasard, en fait, le saxo un peu tard, hein, Mhm. à 24 ans. Et c'est le coup de foudre, parce qu'il se met à jouer d'une facilité déconcertante. Mhm. Et donc, tout ça pour dire en fait que la musique était quand même une évidence pour Oui, lui, oui, très jeune, tout le temps, dès 4 ans, on en a parlé oui, tout bien à l'heure, sûr. puisqu'il était frappé par le gros cas. Coca. Euh, et donc, on peut s'interroger quand même pourquoi l'avoir refoulé, parce qu'en fait, il a fait des études de droit, il est parti à la Sorbonne, il a fait Sciences Po, l'ENA, ensuite il est rentré dans l'administration en Guadeloupe, donc c'est quand même loin de la musique, même s'il continuait toujours à faire de la musique. Pourquoi, quelque part, avoir refoulé cette évidence de don ou de passion, alors qu'il évoluait dans un milieu culturel ouvert et justement porté sur les arts? C'est pas parce que le milieu enfin, la famille est ouverte sur les arts et que il vit et il évolue dans un univers où il y a beaucoup d'artistes qui arrivent que les parents acceptent que l'enfant fasse forcément de la musique son métier. Parce que effectivement, à cette époque, quand même, il faut se dire que devenir musicien professionnel, c'était déjà problématique. Et puis, c'est se dire, bon, ben, quand même, tu deviens saltimbanque. Ouais. Donc, on préfère en fait que tu fasses des études conformes qui pourraient effectivement représenter ce que nous sommes. Et puis, peut-être aussi, en même temps, devenir peut-être auteur comme nous. Ouais. Pourquoi pas? Et, sauf que lui, ça ne l'attire pas du tout. Et même les parents enfin, des amis qui entourent la famille lui disent, mais Jacques, tu ne feras quand même pas de la musique. Et les parents aussi entendent ce que les autres disent. Donc il y a tous les préjugés qui viennent et qui font que finalement, cet enfant se dit, mais il faut que je plaise aussi à mes parents. Mes parents, ils sont reconnus. Voilà, ce sont Il des faut bien personnes. faire. Voilà, donc il faut que je fasse un peu comme eux. Mm. Et la mère, elle a un magasin de meubles, le père, il écrit, donc forcément, il se dit, bon, ben, je vais suivre ce qu'ils me disent. Donc il s'inscrit effectivement à l'ENA, il fait Sciences Po, il fait à l'ENA, il devient administrateur d'État, sauf que voilà, il n'est pas heureux. Il découvre le saxo et là, il part à New Voilà, York. c'est ça, il Et c'est devient. là où il commence C'est la consécration, tout à sa fait. consécration et sa carrière. Alors, si on revient sur la relation père et fils, qui est très importante, hein, dans tout votre ouvrage et dans donc, la création musicale de Jacques, vous faites le lien entre le vide et le silence de la relation avec son père et la création de ses chefs-d'œuvre, Mhm, enfin de certains de ses chefs-d'œuvre, parce qu'il y en a plusieurs. mhm. Pouvez-vous commenter cette analyse et aussi comment il arrive à survivre à la mort de son père, qui le marque beaucoup quand il a 44 ans. C'est ça. C'est-à-dire que effectivement, Jacques Petit, jusqu'à ce qu'il arrive justement à Sciences Po, le père ne lui parle pas beaucoup. C'est-à-dire que eux, ils vivent mais avec leur maman et le père ne s'occupe pas trop d'eux. Et c'est à partir du moment où finalement il intègre Sciences Po, là il devient intéressant, lui-même il le dit,
je deviens intéressant puisque je peux tenir des conversations avec mon père. Je peux l'aider aussi dans les écritures qu'il fait puisqu'il tape aussi, il devient son sténographe. Et ils ont des conversations qui, pour le père, sont intéressantes. Mm. Et même à certains moments, il dit qu'il a des questionnements philosophiques avec le père qui fait que lorsque le lendemain, il a une épreuve, ben, il est comme un schizophrène parce qu'il est partagé entre ce que le père lui a dit et en même temps ce qu'il a étudié. Mm. Donc il y a ça. Et puis il y a cette notion de silence que l'on retrouve effectivement dans ses œuvres où, comme vous dites, il a écrit, enfin il a un album qui s'appelle Abyss dans lequel on ressent cet hommage au père. Oui, Et puis il y a aussi Hassan c'est ça. où il fait un hommage à la musique juive. C'est ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est dans cette recherche de la relation entre ce qui lui a manqué, ce qu'il a vécu, et qu'il réussit à traduire en son finalement. C'est ça. Parce que quand on écoute, il y a des moments de silence, des moments d'hésitation. Il y a aussi des moments où on a le son qui est strident, qui peut être désarçonnant pour un non-initié, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter du jazz et qui écoute Jacques Schwarzbart, il se dit, mais non, mais ça, c'est pas une musique que j'écoute. Mais en réalité, quand on commence à comprendre le personnage, on entre dans sa vie Dans et, son univers. et dans son univers, on comprend qu'au final, il utilise la musique pour exprimer ce qui lui a manqué. C'est ça. Alors, je vous propose d'écouter un des morceaux, hein, puisqu'on ne peut pas quand même parler Tout de Jacques écouter, sans Charles écouter de Sorba sans musique. écouter de musique. On ne Tout à pourrait fait. évidemment pas vous écouter, loin de là. Mais un extrait justement de André, Oui. qui est le dernier morceau de l'album dont vous avez parlé, Oui. Abyss, qu'il a publié en 2008, et qui exprime une réflexion sur les deuils de son père. C'est ça. On écoute André. Alors, la suite est magnifique aussi. Malheureusement, on peut pas tout écouter. Mais je voudrais juste citer Jacques quand il parle justement de ce morceau. Il dit « C'est à la fois un reflet de mon deuil à moi et de l'esprit dans lequel je pense qu'il, en parlant de son père, évoluait la plupart du temps. Il était lui-même en deuil permanent et c'est ça que j'ai voulu décrire à travers ce morceau. » Et on voit aussi l'influence de ses écoutes musicales. Toutes les années d'écoute lui ont servi, puisque vous entendez bien cet envolé du saxophone qui, Oui. même si ce n'est pas tout à fait prononcé, puisque c'est un peu en sourdine, mais on entend des sons aigus qui interviennent à certains moments. En fait, il utilise un effet de Coltrane, Oui. qu'il a beaucoup écouté, et qui lui permet effectivement d'exprimer cette douleur. C'est ça. La douleur du père, mais aussi la douleur du fils par rapport à la relation qu'il n'a pas eue avec son père et qu'il recherche. C'est ça. Ouais. Alors, en parlant du père, il y a aussi d'autres morceaux que j'invite les téléspectateurs à écouter sur l'album Hazan, qui est inspiré des prières et des chansons juives. Et il dit c'est un requiem pour l'âme de mon père, de son père, et toutes les âmes tombées lors de la Shoah, de l'esclavage. C'est ça. Donc, c'est très, très fort, en fait, Oui, avec tout à notamment deux titres en particulier que vous avez soulignés, Ové Shalom et Avdallah, qui sont aussi de très beaux passages. Alors, si on s'arrête aussi à la spiritualité, parce que la spiritualité a eu une part très très importante aussi dans sa composition, dans son inspiration. Vous dites le chamanisme toltèque et le bouddhisme l'ont amené à une forme de spiritualité qui a transformé sa façon de voir la musique. Comment selon vous, ça se traduit dans son jeu? Ben, en réalité, lorsque vous écoutez quand on analyse son processus de création, on se rend compte au final que Jacques prend le temps de l'écriture, le temps de l'inspiration, le temps de l'inspiration, c'est-à-dire le temps du silence. Le temps n'est pas figé chez Jacques Schwarzbart. Là où on aurait eu des temps très carrés dans la musique française ou chez nous, même chez nous des fois,
chez lui, c'est toujours en rubato. Quand on se dit, ah, ben oui, ça va tomber, non, ça tombe jamais au bon endroit. C'est toujours déséquilibré. Asymétrique. Voilà, c'est déséquilibré, c'est asymétrique. Parce que dans cet asymétrisme et dans ce déséquilibre, il est à la recherche d'une plénitude, d'une satisfaction qui lui permette justement de se sentir au bon endroit, au bon moment où il est dans sa relation spirituelle. Euh, je ne parlerai pas d'une pratique spirituelle, mais en tout cas, il est dans cette relation spirituelle. Et il en parle lorsqu'il jouait avec Roy Hargrove, quand il se retrouvait, je crois que c'est avec lui d'ailleurs qu'il a développé cette faculté enfin, il a trouvé dans la musique cette liaison de spiritualité avec la musique, parce qu'il dit, lorsqu'il se retrouvait sur scène avec Roy Hargrove, il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait pas besoin de parler pour pouvoir se rejoindre, pour pouvoir donner à entendre ce qu'ils avaient à donner à entendre au public. Et c'est de cette énergie vive sur scène où les meilleures interactions se font et que le public se met en osmose avec les musiciens. Et ça fait partie de la question de la spiritualité. Et puis au-delà de ça, s'il fallait parler de son inspiration, Oui. comment ça lui parvient, c'est effectivement, comme il dit, eh ben, il reçoit en fait la musique comme il reçoit le thème. Ouais. Il ne sait pas forcément, il se dit mais je ne peux rien faire avec, mais il ne jette pas, il met de côté. Et puis il se dit, bon, ben, peut-être qu'un jour, et puis un autre jour, il y a autre chose. Et c'est là où il développe sa musique. Et donc ça lui prend énormément de temps. Oui, comme on va le voir dans son Voilà, ouvrage, c'est dans ça. son morceau Sonekala, Tout à qu'il a fait. mis 30 ans en fait Tout à avant fait. d'écrire. Alors, la relation avec sa mère aussi est très forte, on l'a dit. Vous dites sa mère est une source infinie de vitalité et de créativité. Oui. Comment et donc il a grandi dans tout l'univers musical apporté par sa mère entre le gourka, le vaudou, les musiques afro-caribéennes. Comment il fait dialoguer tous ces univers et comment et aussi pourquoi il a choisi le jazz alors qu'en fait il est marqué par le gourka. Bon, il n'est pas marqué par la biguine. Hein, ça, c'est encore un autre C'est autre sujet. chose, on va pas rentrer. Mais on dit d'abord qu'il n'a rien contre la biguine. Voilà. Peut-être Voilà. qu'il y viendra un Voilà, jour, mais pour voilà. l'instant, il Mais n'y est comme pas. il l'explique Ouais. bien, c'est que c'est dans le gros cas qu'il ressent, en fait, qu'il trouve, il trouve que le gros cas est une façon, c'est la meilleure façon qu'il a trouvée d'exprimer ce que nos ascendants ont vécu, ce que, en tout cas, qui permet de parler d'engagement, de revendication, ce qu'il ne retrouve pas dans la biguine. Et c'est pour cela qu'il préfère effectivement utiliser le gros cas. Et il utilise aussi le jazz, l'écriture jazz, justement pour pouvoir proposer une autre façon de réinterpréter cette musique qui, parfois, et puis la rendre internationale. Parce qu'il voulait absolument que cette musique soit entendue de par le monde. C'était aussi une façon aussi pour lui de faire entendre sa musique, mais en la mettant au niveau de tous les artistes internationaux. Il faut savoir que Abyss est un album que la Berklee College lui a demandé d'utiliser pour pouvoir enseigner à ses étudiants à Boston, finalement. Ah oui. Donc, voilà. Oui, Et il est vraiment souvent. une consécration. Oui, oui, oui. Mais si on revient aux musiques afro-caribéennes, je propose d'écouter un extrait de Sonekala. Oui. Sonekala, qu'il a commencé à écrire quand il avait 11 ans et Oui. finalement qu'il a sorti 30 ans plus tard. Oui. Hein. Et pour cet album, c'est la consécration puisqu'il a été nominé aux victoires du jazz, Le jazz, oui. et il obtient le prix de la composition SACEM en Guadeloupe en 2007. C'est ça. Et donc c'est un album aussi très intéressant. On écoute un extrait de Sonekala.
avez choisi cet extrait enfin, ce morceau qui est vraiment très signifiant en fait Oui, de son œuvre. oui, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant avec Sonicala, c'est ça commence avec le bullet gel. Et le bullet gel, c'est vraiment la première chose qu'il a apprise avec Carnot, qui est un grand maître du Gros-Cas de Guadeloupe, qui est décédé maintenant, et qui lui a dit, si tu veux apprendre le Gros-Cas, ou pour passer par bullet gel. C'est-à-dire tu dois apprendre tous les rythmes Mhm. du Gros-Cas d'abord avec la bouche, et ensuite tu pourras les utiliser à bon escient. Donc, il est passé par le bullet gel, il est passé aussi par le tambour, et maintenant, il le transpose sur sa musique. Oui, 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 cette musique, il a pris énormément de temps à la terminer, puisqu'il a pris 30 ans pour l'écrire. C'est pour ça qu'il dit qu'une écriture musicale, c'est une écriture. Ce n'est pas une écriture littéraire, mais c'est une écriture, et ça prend du temps parce qu'on revient dessus, on coupe, on choisit ce qu'on veut mettre, et on agence. C'est ça. Et alors, il arrive à cet absolu musical hein, avec ce qu'il appelle le gros cas jazz. Euh, et vous dites, cet absolu musical, gros cas jazz, est ce qui grandit et fait croître l'individu vers l'humanisme universaliste et l'acceptation de l'autre. Aboutir à une spiritualité dans le gros cas jazz aide à comprendre, à pardonner, à expérimenter l'absolu, tout en maîtrisant les sens et finalement son esprit. C'est On ça. voit bien qu'on est au-delà juste des notes, mais il y a vraiment Il y une, a, il y a une une philosophie. Oui, oui. philosophie derrière toutes ces Oui, compositions. bien sûr, tout à fait. Et puis au-delà de ça, comme vous dites, effectivement qu'il y a cette recherche d'universalisme et cette recherche, enfin, ce pardon. Il a appris à pardonner. Il a appris à pardonner à son père déjà, première Oui, chose. Et puis il a aussi appris à pardonner tout simplement par rapport à ce, parce que ce n'était pas facile, comme on a dit, hein, son parcours de musicien, de devenir musicien, de se reconvertir, de laisser, d'abandonner. Et il a appris à pardonner, à aller au-delà. Et c'est vraiment l'idée, la pensée schwarzbarthienne, c'est ça. C'est comment vivre au-delà de toutes les souffrances et de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. et puis Parce que quand même, le gros cas jazz aujourd'hui, on l'entend et ça a été repris par beaucoup d'autres, alors que c'est lui qui l'a lancé. Mais au début, on disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, en fait, les Guadeloupéens, en tout cas, n'apportaient pas d'importance à ce travail. c'est ça. Et donc, il a vraiment réussi à intégrer sa mixité, sa C'est ça, pluralité et son ouverture sur le monde. Hein. tout à D'ailleurs, il fait. dit qu'il n'est pas 50% juif et 50% noir, mais il est 200%, C'est ça, c'est-à-dire 100% juif et 100% 100% noir, noir. c'est ça. Donc, on voit qu'il vit pleinement sa Sa mixité et mixité, son son métissage métissage. aussi. Oui. Oui, oui, parfois, on a l'impression que le métissage, c'est un problème, alors que non. Lui, il a réussi à boire le verre à moitié plein et non à moitié vide, Comme disait comme il disait. son Voilà, père. Alors, voilà. malheureusement, on devra conclure, mais je voudrais quand même souligner ce qui m'a frappé en fait. C'est Mhm. votre capacité à traduire la musique en mots et à l'expliquer. Vous faites des liens entre les choix musicaux et leurs signifiants. Par exemple, vous faites des choix entre les numéros des plages Oui, dans les albums et la valeur mystique dans la oui, numérologie kabbalistique, entre les émotions et les tonalités choisies, que ce soit du sol mineur pour exprimer la oui, douleur, comme vous dites, ou le do mineur pour éveiller le mal profond. Euh, Vous faites aussi le lien entre les sons et les lettres de l'alphabet, notamment l'alphabet hébraïque, oui, hein, par exemple le son Z. oui. Hein. Et donc, est-ce que cette analyse vous est venue en écoutant la musique de Jacques Schwarzbart, ou est-ce que c'est une approche analytique qui est propre à votre discipline professionnelle? Déjà, effectivement, quand on fait une formation en musicologie, on doit être des experts en tout. Faut voir. Il faut maîtriser non seulement l'histoire de l'art, donc les arts plastiques, la musicologie, le cinéma, etc. Parce qu'il faut replacer l'œuvre dans son contexte. Il faut aussi maîtriser l'histoire, enfin, la sociologie, un peu de tout. Donc évidemment, lorsque j'ai écouté la musique de Jacques, ça m'a frappé de me rendre compte qu'il pensait à ses parents de la même façon, avec euh, le même sentiment émotionnel, c'est ce que je peux dire, le même Oui. effet émotionnel, Mhm. puisque les deux morceaux, inconsciemment, il ne le savait pas, c'est moi qui Oui, lui dis, les deux morceaux sont en sol c'est mineur. ça. André et Simone, André et les Simone, deux morceaux oui, de l'album de Abyss. l'album sont dans la même Oui, tonalité. Et lui, il s'en était pas rendu compte.
Donc, c'est fabuleux de se rendre compte que finalement, l'auteur-compositeur, peut-être même aussi les auteurs, quand ils écrivent des choses, ils ne se rendent pas compte C'est ça. des petites. Et moi, c'est tout mon plaisir, hein, parce qu'en fait, en réalité, quand on fait de l'analyse, on ne peut pas rester juste dans la partie littérale, mais il faut vraiment aller chercher ce qui pourrait faire écho à la personne elle-même. C'est ça. Voilà. C'est un exemple pour les numéros de plage, en fait, Oui, 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 oui. où il a choisi de positionner Et ça, ces morceaux dans un inconsciemment, album, c'est ça, inconsciemment, et vous inconsciemment. trouvez le Voilà, sens, en je fait, trouve, voilà, c'est entre le ça. numéro de la plage et ce que ça veut dire dans la numérologie. Et c'est pour ça que lui, quand il a lu l'ouvrage, il dit, mais en fait, euh, ce que tu as écrit me renvoie à des choses vraiment profondes, Intime. intimes, Mm, voilà, c'est mm. ça. Et il ne s'imaginait pas que j'aurais pu lire autant de choses à travers, à travers Absolument, son œuvre. vous Voilà, c'est décodez ça, complètement la tout musique à et fait, c'est ça qui est fabuleux dans votre ouvrage, en fait, hein. c'est ça. Ouais. Bah, écoutez, malheureusement, Ça va trop vite. cette émission s'achève. On a encore beaucoup de choses à dire. J'aurais Mhm. voulu qu'on puisse écouter aussi d'autres morceaux, mais le temps est compté, malheureusement. Il C'est faudra qu'on ça. refasse une autre émission. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Merci à vous, Esther de merci nous beaucoup. avoir expliqué de cet échange autour de l'œuvre de ce grand musicien. Vous racontez, hein, comme on l'a vu, sa musique à travers vos mots. Vous arrivez à décoder et de façon extrêmement détaillée et instructive. Donc, je pense que pour tous ceux et celles qui nous regardent, il ne reste que plus qu'à déjà lire l'ouvrage Oui, et ensuite écouter ou écoutez, réécouter l'œuvre de Jacques Schwarzbard, peut-être autrement, c'est avec ça, une autre oreille, un autre regard, tout à fait. pour mieux comprendre l'univers. Voilà. Voilà. Merci, Merci à vous, merci à Esther. vous. Merci, chers téléspectateurs. Cette émission s'achève. Je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.